Alors Stéphane Linou, je suis conseiller en développement local, ancien conseiller général de l'Aude et spécialiste des risques systémiques et du lien entre l'alimentation et la sécurité. Et j'ai rédigé un livre enquête intitulé « Résilience alimentaire et sécurité nationale » qui a été du coup porté au Sénat et a été mis sur la place publique. En fait, c'est tout simplement le plus vieux sujet du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité, un lien qu'on a complètement oublié, et c'est aussi le fait que nous pouvons très rapidement, en peut-être quelques jours, nous taper dessus pour manger tout simplement, alors que pour l'instant nous sommes dans des sociétés d'abondance, mais comme nos territoires de production ne sont plus les territoires de consommation, que nous sommes sous perfusion alimentaire complètement dépendants des transports. S'il y avait, comme je l'avais imaginé en 2008 lorsque j'ai lancé le mouvement locavore en France, s'il y avait une pandémie grippale qui bloquait les chaînes d'approvisionnement, combien de temps on tiendrait sans qu'on se tape dessus? Donc j'ai interrogé pas mal de militaires, de policiers, de syndicats agricoles nationaux, d'élus, et voilà, je fais des formations pour élus et syndicats agricoles également, et citoyens et consommateurs. Alimentation saine. Alors, une alimentation saine pour les gens, ou une alimentation en tant qu'individu personnel, ou une alimentation saine pour un territoire? Parce qu'il y a des parallèles assez intéressants à faire. Une alimentation saine pour un individu, c'est qu'il y a assez de nutriments, donc des vitamines également, donc des fruits et légumes frais, de saison, et des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, en nombre suffisant. Donc on va dire plutôt une alimentation malsaine, c'est trop gras, trop salé, trop sucré, c'est-à-dire tout ce que l'on rencontre dans le cadre des produits transformés, ultra transformés, manipulés, truqués. Et c'est souvent très cher. Donc en fait, une alimentation saine, c'est souvent celle que l'on transforme soi-même. On achète des produits bruts auprès des maraîchers locaux ou autres, frais, de saison, et à partir de là, on sait ce que l'on a dans l'assiette, et c'est là qu'on ne rajoute pas du sucre, du gras, du sel, donc c'est bon aussi pour notre santé. Mais lorsque l'on achète des produits locaux que l'on transforme soi-même, c'est également bon pour le territoire, pour la santé du territoire. C'est-à-dire qu'au niveau économie, on fixe la richesse sur le territoire, c'est-à-dire que nos dépenses font travailler les producteurs locaux et toutes nos dépenses enrichissent le territoire. Elles ne s'évadent pas à travers les paradis fiscaux. C'est également bon pour l'écologie parce que c'est généralement des produits locaux qui vont vers le bio aussi. Et le producteur, lorsqu'il a une visibilité sur les volumes, dans le temps et sur les prix, eh bien, en fait, on l'encourage à aller vers une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Le consommateur encourage le producteur à produire mieux. Et c'est également bon pour la santé sociale du territoire, c'est-à-dire que lorsque l'on fait vivre des producteurs locaux parce qu'on leur achète régulièrement des produits, ils peuvent rester sur le territoire avec leur famille, faire travailler les services publics, les autres commerces et tout ça. Alors, oui, donc en 2008, j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary, dans l'Aude. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Et en fait, c'était pour alerter sur notre degré de dépendance par rapport au transport, mais également pour montrer qu'il y avait des pistes
dans lesquels on pourrait s'engager, c'est-à-dire par exemple les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, la restauration collective, les marchés, tout ça. Donc en fait, le mot locavore, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il a été inventé, je crois, 1 an ou 2 ans avant. Mais c'est mon expérience en France qui l'a popularisé et qui l'a fait rentrer dans le dictionnaire. Je sais pas, 1 an après, il est rentré dans le Petit Larousse. Et en fait, généralement, ce sont des gens qui s'approvisionnent dans un rayon local, 150 km, pour des raisons souvent écologiques, oui, de santé, oui également, de lien social aussi, oui, pour des raisons économiques aussi, parce qu'ils veulent que ça profite au territoire. Mais moi, c'était, au-delà de toutes ces questions-là que je partage évidemment, c'était pour alerter sur le fait qu'on peut se taper dessus si on continue à laisser s'échapper les productions au-delà de nos territoires de consommation. Et en fait, j'avais fait intervenir des militaires, des historiens des révoltes frumentaires, des syndicats agricoles, des économistes, tout ça, pour leur demander leur avis. Et oui, effectivement, l'expérience en tant que locavore que j'avais menée a pu poser un sujet, mais qui n'a pas forcément été porté au niveau politique depuis, sauf depuis l'année dernière ou après la sortie de mon bouquin. Donc en fait, oui, on peut dire que je suis pionnier de ce mouvement en France, mais je n'en revendique aucune paternité ou autre. Il y a énormément d'associations qui se sont montées, des magasins de producteurs, locavores ou autres, c'est très bien, ils utilisent le mot, tant mieux, je veux dire, c'est public. C'est un ADN, quoi. C'est public, voilà. Ma particularité, c'est le fait que je l'ai articulé avec l'aménagement du territoire, l'économie, l'écologie et la sécurité, et que j'en ai fait une expérience personnelle où je me suis mis en scène. Mais après, la philosophie, elle est à tout le monde, hein. Ouais. Alors ouais, souvent on peut faire passer beaucoup d'idées lorsque l'on fait des analogies avec des choses que l'on connaît, notamment nos corps. Voilà. Oui, en fait, on ne produit plus notre nourriture en tant qu'individu, on ne la stocke plus, on ne la transforme plus non plus. Et nous nous fournissons pour à peu près 70% de notre alimentation à travers des grandes surfaces qui n'ont même pas que 2 jours de stock dans les lieux que l'on connaît. Et nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos paysans, à force de ne plus leur acheter leur production, et bien voilà, tels des muscles que l'on n'entretient plus, et bien leur nombre a fondu. À force de leur acheter, d'accord, on peut leur acheter, mais souvent c'est en dessous des coûts de production. Donc en fait, ils disparaissent quand même. Donc, soit si c'est un non-entretien ou alors un mal-entretien, le résultat est le même, leur nombre fond. Donc en fait, on se retrouve des fois dans des déserts alimentaires dans nos territoires. Et les seuls paysans qui restent, ils sont extrêmement spécialisés sur 1 ou 2 productions. Donc c'est pas avec ça qu'on remplit un ventre. Il n'y a pas non plus de stock alimentaire dans les collectivités locales, il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Et les populations sont dans une totale ébriété énergétique, c'est-à-dire depuis qu'on a à peu près 400 esclaves énergétiques, comme le dit Jean Covici, chacun, c'est comme si on avait 400 personnes à travers le pétrole et le charbon, les énergies faciles, à travers le pétrole et le charbon, c'est comme si on avait 400 personnes qui nous lassaient les chaussures, nous faisaient manger, nous déplaçaient, nous chauffent, tout ça. Et bien en fait, depuis ça, on a oublié que nos territoires, on a retiré notre subsistance. Et c'est depuis qu'on a ces énergies faciles à disposition qu'on s'est rendu dépendant des transports. On s'est complètement rendu dépendant des transports, donc nos territoires sont sous perfusion alimentaire. Et s'il arrive un problème sur les perfusions, comme une cyberattaque sur la chaîne logistique, comme je l'avais imaginé en 2008, une pandémie grippale,
qui bloquent les chaînes d'approvisionnement, et bien très concrètement, on se tape dessus puisque nous sommes devenus aussi intolérants à la frustration. Donc en termes de résilience alimentaire, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc pour toi, on n'est vraiment pas préparé à une pénurie alimentaire? Ben bien sûr. En plus, on se croit le pays, oui, non, nous sommes, oui, quelque part, c'est quand même vrai, le pays de la gastronomie, et moi je suis un bon gastronome, mais ça ne nous aide pas parce qu'on se croit au-dessus de tout, et au-dessus des autres pays, et à l'abri d'une pénurie. Or, si on regarde bien les chiffres, heureusement qu'il y a le cognac. Sinon, la balance commerciale française au niveau agricole serait déficitaire. Et on l'a vu avec le Covid, l'agriculture française marche avec des bras étrangers. Le pétrole, sur lequel nous avons tout basé, notamment les engrais, les machines, la transformation, la distribution, voilà, les transports, c'est 99% à partir de cette énergie que nous n'avons même pas sur notre sol. Le phosphore, nous l'importons pour à peu près quasiment la totalité depuis le Maghreb et d'autres pays. Mais il y a également les semences, il y a également les machines agricoles, on fabrique quasiment plus rien. Donc en fait, nous sommes dans une illusion de puissance qui fait que si les flux sont bloqués, ça fout tout par terre. Et là, pendant le Covid, on a frisé la correctionnelle parce que si par exemple l'appel à la grève de certains syndicats de routiers avait été suivi, c'est clair qu'il y aurait eu des émeutes puisqu'on l'a vu, les premiers jours du confinement, ça a été super tendu alors que tout était plein. Donc en fait, on n'est pas à l'abri et c'est pas pour faire peur gratuitement, non, c'est le plus vieux sujet du monde, le lien entre alimentation et sécurité. On a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseurs-cueilleurs. On l'a fait pousser autour de nous au néolithique lorsqu'on a inventé l'agriculture, moins 10 000, 12 000. Et ensuite, on s'est regroupé en villages pour sécuriser cette nourriture. Et maintenant, c'est elle qui vient à nous, cette nourriture, sans qu'on s'intéresse au comment et au jusqu'à quand. Et là, on l'a vu, on est vulnérable sur tous les tableaux. Donc en fait, si l'on ne remet pas la pyramide de Maslow à l'endroit, c'est-à-dire premier étage, besoin physiologique à satisfaire quoi qu'il arrive, et deuxième étage, besoin de sécurité, si on ne lie pas alimentation et sécurité, ce qui a toujours été le cas jusque dans les années 60 à peu près, eh bien, on se met à portée de problèmes en cas de dégradation de nos diverses perfusions, de celle de l'alimentation. Alors c'est très bien qu'il y ait quasiment tous les acteurs concernés par la question, c'est-à-dire le monde de la production, de la transformation, de la distribution, les collectivités locales, appels d'offres et tout ça, qui soient rassemblés dans une journée pour parler de cette thématique qu'est l'alimentation dans le cadre de ces projets alimentaires territoriaux. C'est très bien qu'il y ait enfin tout le monde pour se rendre compte. Et en fait, on m'a fait venir tout simplement pour que j'apporte l'angle de mon livre enquête qui a fait l'objet, et à mon avis c'est pas pour rien, qui a fait l'objet d'un projet de résolution au Sénat. La sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, ne m'a pas pris pour un fou. Et elle en a fait quelque chose au Sénat et en fait elle a déposé ce sujet qui a été débattu et il n'a manqué que quelques voix, donc intitulé comme mon bouquin, donc Résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale. Il n'a manqué que quelques voix au mois de décembre dernier pour que ce projet de résolution soit adopté. Mais dans le même temps, le gouvernement a reconnu que c'est un sujet et qu'il faut s'en occuper. Et ça, on ne peut pas dire que ça s'est fait au PMU. Ça s'est fait devant la représentation nationale au Sénat et c'était le ministre de l'Agriculture devant le gouvernement. Oui, la non-résilience alimentaire des territoires doit être regardée avec les lunettes de la sécurité nationale. Donc ça, c'est le gouvernement. Ça, c'était le 12 décembre. Arrive le Covid. Et là, on voit que tout le monde est en stress
et en particulier pour l'alimentation. Et là, le 16 mars, le président de la République qui, c'est comme s'il avait vu mon bouquin, dit oui, l'alimentation c'est stratégique, nos agriculteurs... Le mot résilience même. Il a employé le mot résilience. Je ne suis pas propriétaire évidemment, mais le fait que l'agriculture ait été enfin, au moins dans les mots, était reconnue comme étant stratégique pour une nation, c'est la première fois. Alors on peut dire oui, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais c'est une base sur laquelle les territoires peuvent rebondir, la profession agricole également, le monde des risques également. Et c'est ce que dans mon bouquin j'ai démontré, c'est qu'en fait ce sujet n'est pensé par personne de cette manière. Chacun croit que l'autre fait. Et en fait, j'ai interviewé des militaires, j'étais d'ailleurs encadré par un militaire et un géographe. Ça a intéressé la division du renseignement de la gendarmerie nationale, la préfecture de police de Paris, enfin plutôt le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Et les résultats publics, je veux dire, j'ai publié avec les témoignages écrits de tous les contributeurs avec leur autorisation. Oui, effectivement, le plus vieux sujet du monde n'est pas pensé de manière globale et chacun croit que l'autre fait. Le monde politique, si il est convaincu après lui avoir expliqué que c'est un sujet, eh bien, il se dit papa État doit bien avoir un plan. Les maires pensent ça. Le monde de la production, des syndicats agricoles, ils n'y avaient pas pensé. Sous cet angle-là, l'angle des risques. Donc ils pensaient que dans le même temps, l'administration a des plans et a prévu des trucs. Et le monde de la sécurité pense un peu cela, mais comme ce n'est pas eux qui ont le pouvoir politique, leur rapport il cale des armoires. Et entre-temps, il n'y a personne qui pense le temps long. Et là, on en crève en France du temps long. De l'effet silo. Nos administrations fonctionnent en silo. Les différents mondes pensent que l'autre monde fait. Et dans le même temps, personne ne pense le temps long. Et là, à travers les plans communaux de sauvegarde des communes, on peut enfin réinverser le regard. C'est-à-dire de placer l'alimentation et les risques et la sécurité comme base de toute politique de planification territoriale. Alors, je me permets de corriger ta question, parce qu'en fait, c'était le rôle des élus de l'époque, en gros, de l'approvisionnement local. La légitimité politique des maires, enfin des consuls, les ancêtres des maires au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 responsabilités. La sécurité extérieure, il fallait ériger et entretenir les remparts pour se protéger. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. L'ordre public, donc sécurité intérieure. Et la 4e, la sécurité alimentaire. Il fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'ils avaient créé la police des grains et la police de la viande, police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Et ça se rajoutait à une conscience, à une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait un bout de potager. Et si on regarde certains arrêtés municipaux dans les archives, notamment ceux de Narbonne, en 1720, il y avait un arrêté municipal qui stipulait que sur certaines parcelles, il était interdit de planter de la vigne. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée quelques années avant. Donc en fait, il y avait une obligation de moyens que devaient mettre en place les édiles, les élus de l'époque. Et s'il n'y avait pas une mise en œuvre de moyens minimums, le peuple avait légitimement le droit de se révolter. Et cette question de nourrir les populations, du moins de permettre un cadre minimum, est complètement sortie
des têtes individuelles et collectives et politiques pour être actuellement indirectement assumées par des acteurs locaux que sont Carrefour, Leclerc et compagnie qui n'ont que même pas 2 jours de stock. Donc en fait, si on prend le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, en cas de rupture d'approvisionnement, cyberattaque sur la chaîne logistique, reconfinement ou autre, le vigile de supermarché serait débordé, qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui ferait appel à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc une de mes conclusions et qui a été reprise dans le cadre du projet de résolution de la sénatrice Laborde, c'est la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire à l'heure de la vulnérabilité des flux et avec une impréparation des populations. Ça doit être regardé avec les lunettes de la sécurité intérieure et de la sécurité nationale, donc des risques. Et avec ça, on reprend la main. Donc, qui c'est qui s'occupe de l'ordre public? Le maire et le préfet. Ah ben déjà, avec peut-être qu'on se parlera en Bermuda et en t-shirt dans 10 ans parce que on vit l'année la plus fraîche des 100 prochaines années. Ça, c'est déjà écrit. Voilà, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma ou d'être catastrophiste. C'est écrit. Donc on va on est sur une trajectoire de réchauffement climatique, de dérèglement et de réchauffement global qui ne fait même plus débat. Donc déjà, on aura beaucoup plus chaud. Et il faut dès maintenant s'adapter. Le coup est déjà parti et alors que tout va quelque part encore bien, on a encore de l'énergie à disposition, des réseaux qui fonctionnent, des communications, des transports et tout ça, un système social aussi qui va bien. Même avec tout ça, on n'est pas à l'abri d'une rupture d'approvisionnement. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque les effets des divers autres effondrements se feront sentir de manière beaucoup plus affirmée? C'est-à-dire la biodiversité, alors c'est les insectes, les vers de terre, et pour moi, quelque part, les vers de terre, ce sont les meilleurs alliés des militaires, parce qu'ils préservent leurs arrières. Avoir des sols vivants, donc qui sont capables de produire de la biomasse, donc de la biomasse alimentaire sur le long terme, pour moi c'est une question de sécurité aussi. Et pour ça, il faut accompagner les consommateurs pour qu'ils flèchent leurs achats de manière intelligente, parce que lorsqu'on achète un produit qui vient de loin, on fabrique de l'insécurité ici. C'est-à-dire qu'on détricote les infrastructures nourricières, artisanales, de transformation et compagnie, tout simplement parce qu'on ne les fait plus travailler. Donc le consommateur a sa responsabilité et s'il cuisine, il fait des économies. Je le fais dans le cadre de mon défi « Je viens manger local chez vous » où je lance le défi à qui veut le relever partout en France de réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. C'est-à-dire local à moins de 51 km autour de l'assiette, entre 3 et 5 plats, bien présentés et à moins de 9,50 € par personne. Et moi j'arrive avec le pinard. Et en fait, c'est pour montrer que si on y arrive pour moins de 9,50 € pour un repas de fête, ça veut dire qu'au quotidien, pour 3-4 €, on y arrive. Mais en attendant, toute la dépense est fixée sur le territoire et avec ça, on entretient nos paysans parce que quand on est bien content de les avoir quand ça va mal à côté de nous. Mais pour les avoir quand ça va mal à côté de nous, il faut les entretenir quand ça va bien. C'est-à-dire leur acheter leur production et en le transformant à la maison, ça coûte moins cher. Et là, je reboucle avec votre première question du début. C'est quoi une alimentation saine? C'est tout simplement une alimentation qui nous occupe dans notre cuisine, c'est-à-dire une alimentation que l'on connaît et que l'on transforme le plus soi-même.
Donc pour moi, c'est une question de sécurité en tant que consommateur. Et lorsque des producteurs verront qu'ils auront des débouchés et des ventes sur le long terme à un prix qui va bien et sur les volumes, et bien là, on arrivera à les accompagner au niveau technique, à payer des techniciens au niveau des collectivités locales ou au niveau de l'État pour les former, les accompagner pour se passer de plus en plus des produits phytosanitaires, le non-labour, la diversification et tout ça. Tout ça, ça se prépare, mais uniquement s'il y a une visibilité. Moi, je serais agriculteur et à faire une monoproduction. Mais avec aucune visibilité sur d'éventuelles ventes que je pourrais faire et aucune visibilité sur les prix que je pourrais dégager et aucune visibilité sur la période sur laquelle je pourrais faire ça, et bien c'est clair. Moi, les beaux discours, je m'en foutrais, je veux dire, je continuerai pareil. Donc c'est ça le truc et c'est un des grands enjeux des projets alimentaires territoriaux, c'est de donner, entre autres, mais grandement, une visibilité sur les prix, sur les volumes et dans le temps aux producteurs locaux. Une feuille de route, mais tenue également par le consommateur, qu'il soit individuel ou à travers la commande publique, à travers les collectivités. Pour résumer vraiment grossièrement ta réponse à ma question, ça passe par l'investissement de tous. Au niveau de toute la chaîne, ça passe par les citoyens, ça passe par les acteurs privés, ça passe surtout par les élus qui doivent mettre ce cadre. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette interview. Je te remercie vraiment pour le temps que tu as pris pour nous. Avec plaisir. Et pour ces mots qui sont très intéressants et très captivants.